Devant les associés, les investisseurs et les employés, Édouard a pointé du doigt René et a dit qu'elle n'était rien sans lui. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas qu'elle avait déjà préparé chaque détail de ce qui allait suivre. « T'es rien sans moi !» La voix d'Édouard a traversé l'air de la salle de réunion comme une gifle. 30 paires d'yeux se sont tournés vers René d'un seul coup. Certains avec de la pitié, d'autres avec de la curiosité. La plupart gênés pour elle. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle n'a pas reculé. Lentement, sans se presser, elle a baissé les yeux vers le téléphone posé sur la table devant elle, a vérifié quelque chose à l'écran et a retourné l'appareil face contre table. Après ça, elle a levé les yeux vers Édouard et a souri. Ce n'était pas un sourire nerveux. Ce n'était pas un sourire forcé. C'était le genre de sourire qu'on a quand on sait exactement ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Édouard a froncé les sourcils. « Tu trouves ça drôle, René ?» Elle n'a pas répondu. De l'autre côté de la table, Gilles, le comptable, a regardé ses propres doigts. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme s'il voulait disparaître de sa chaise. Un des investisseurs s'est remué sur sa chaise, mal à l'aise. Un autre a regardé sa montre. Édouard a frappé la table de la main. « T'es entré dans cette entreprise avec zéro. Zéro expérience, zéro argent, zéro contact. Tout ce que t'as aujourd'hui, c'est parce que je l'ai permis. Et tout le monde ici le sait. » La salle est restée silencieuse. René n'avait toujours pas dit un mot. Elle a simplement entrouvert légèrement le dossier qui se trouvait à sa gauche, a parcouru des yeux une feuille à l'intérieur et l'a refermée. C'est à ce moment-là qu'Édouard s'est penché en avant, a posé ses 2 mains sur la table et a dit, d'une voix plus froide que ce qu'on n'avait jamais entendu dans un environnement professionnel, « Mais t'es viré de ta propre boîte, et si tu ouvres la bouche pour te plaindre, je te garantis que tu sors d'ici les mains vides, complètement vides. » René a posé ses mains sur le dossier, a pris une grande inspiration et l'a regardé avec un calme qui n'avait aucun sens. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier pour que René reste si sereine alors que tout s'écroulait? La voix d'Édouard a résonné dans la tête de René, et soudain, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, elle n'était plus là. Elle était dans un petit appartement à Montreuil, 11 ans plus tôt, une tasse de café froid à la main et un tableur ouvert sur le vieil ordinateur qui plantait toutes les demi-heures. Édouard était assis par terre, des échantillons de produits éparpillés partout, excités comme seules les personnes passionnées par ce qu'elles font peuvent l'être. « René, regarde celui-ci, c'est celui qui va se vendre. Je le sais. » Elle est allée vers lui, s'est assise par terre aussi, et ils sont restés là jusqu'au milieu de la nuit, à organiser chaque détail, chaque chiffre, chaque nom de fournisseur. Quand l'entreprise n'avait rien, elle était la première à arriver et la dernière à partir. C'est elle qui a appelé les premiers clients. C'est elle qui a rédigé les premiers contrats, même sans avoir fait de droit. C'est elle qui a tenu les comptes le mois où Édouard est tombé malade et n'a pas pu travailler pendant 3 semaines. Ils ont construit tout ça ensemble, brique par brique. Mais ensuite est venu le jour qu'elle essayait de ne pas se rappeler. C'était un mardi ordinaire. Elle était allée chercher un relevé bancaire ancien dans le tiroir du bureau à la maison, ce tiroir qu'Édouard ne la laissait jamais ouvrir, toujours avec une excuse prête. Le tiroir n'était pas verrouillé. René ne cherchait rien de spécial, juste le relevé. Mais ce qu'elle a trouvé n'était pas du tout un relevé. C'était un contrat, au nom d'une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler. Une société créée 2 ans plus tôt, avec un numéro SIRET différent, et avec un nom d'associé qu'elle connaissait très bien, parce qu'elle avait déjà vu ce nom sur le téléphone d'Édouard une fois, et il avait dit que c'était une fournisseuse. Les mains de René ont commencé à trembler. Elle a photographié chaque page, a fermé le tiroir, est revenue dans la cuisine, a fini son café froid, et c'est à ce moment-là, en silence total, qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas affronter Édouard avec de la colère, qu'elle n'allait pas crier, qu'elle n'allait pas pleurer devant lui. Elle allait tout découvrir, chaque centime, chaque virement, chaque mensonge, et elle ne bougerait que quand elle aurait tout entre ses mains.
Le rire étouffé d'un des investisseurs dans la salle a ramené René au présent. Édouard était toujours debout, attendant une réaction d'elle. Le dossier restait fermé sur la table. René a regardé l'horloge au mur. Maître Adrienne allait arriver dans 23 minutes. Elle n'avait qu'à tenir encore 23 minutes. Mais revenons quelques semaines avant ce jour-là dans la salle de réunion. Après avoir trouvé le contrat dans ce tiroir, René a passé 3 jours à relire les documents qu'elle avait photographiés. Elle a recoupé les chiffres avec ce qu'elle connaissait des finances de l'entreprise. Et quand les pièces ont commencé à s'emboîter, son estomac s'est retourné. Édouard détournait de l'argent de la boîte depuis au moins 2 ans. Il fallait qu'elle en parle à quelqu'un. La première chose qu'elle a faite a été d'essayer de parler à Fabien, un des petits associés, qui était entré dans l'entreprise 3 ans plus tôt et avait toujours semblé juste. Elle l'a attendu à la sortie du bureau un mercredi après-midi. « Fabien, j'ai besoin de 5 minutes. » Il s'est arrêté, a regardé autour de lui, comme s'il était pressé. « Je suis à la bourre, René, on se parle demain. C'est pas sur le boulot, c'est sur l'entreprise, sur de l'argent qui a disparu. » Son visage s'est fermé. « Quel argent? T'as vu le bilan du trimestre? Tout est dans les prévisions. » Le bilan qu'Édouard a présenté, Fabien. Je te parle de mouvements qui ne sont pas dans ce bilan. Il a soupiré, a jeté son sac sur son épaule et a dit sans la regarder « René, tu traverses une période difficile dans ton mariage. Tout le monde le voit, mais mélanger ça avec le boulot, ça va pas te faire du bien. » Et il est parti. Elle est restée immobile sur le parking, les documents imprimés dans son sac, sentant le poids de chaque feuille. Le lendemain, elle a essayé avec Denise, la responsable des finances de l'entreprise. Denise a écouté pendant 2 minutes, a regardé l'écran de son ordinateur et a dit « Je ne traite que ce qu'Édouard approuve. Je n'ai pas accès à ce dont tu parles. Mais tu n'as jamais trouvé bizarre que ce compte apparaisse dans les virements ? Je fais mon travail, René. Je te suggère de faire le tien. » La porte du bureau de Denise s'est fermée. René s'est adossé au mur du couloir et a respiré profondément. Personne ne la croirait tant qu'elle n'aurait pas une preuve impossible à ignorer. Des photos d'un contrat ne suffisaient pas. Il lui fallait quelqu'un de l'intérieur. Il lui fallait Gilles. Sauf qu'atteindre Gilles n'était pas simple. Il était le comptable de l'entreprise depuis 7 ans, loyal à Édouard d'une manière qui semblait presque personnelle. Chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs, Gilles détournait le regard de René comme si elle était invisible. Mais elle a essayé. Elle a organisé une réunion informelle, dans un café près du bureau, à l'heure du déjeuner. Gilles est arrivé en retard, n'a commandé qu'une eau et a gardé les yeux sur la table tout le temps. « Gilles, j'ai juste besoin que tu confirmes une chose. Cette entreprise ici, elle a montré le nom sur son téléphone. Tu as déjà traité un virement vers ce numéro SIRET ?» Il est resté silencieux pendant une dizaine de secondes. « Je ne peux pas parler des mouvements financiers de l'entreprise sans autorisation. Je ne te demande pas un rapport officiel. Je te pose une question directe. René. » Sa voix est devenue basse. « Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Il s'est levé, a laissé de l'argent sur la table pour payer l'eau qu'il avait à peine touchée, et il est parti. Ce soir-là, Édouard est rentré à la maison différent. Il n'a pas dit bonjour, n'a pas demandé comment s'était passée la journée. Il est allé directement dans le bureau à la maison et y est resté près d'1 heure. Quand il est sorti, il s'est appuyé contre le chambranle de la porte du salon et a dit « J'ai su que t'as posé des questions aux associés. » René n'a pas levé les yeux du livre qu'elle faisait semblant de lire. « Quel genre de questions ? Joue pas à ce jeu avec moi. » Sa voix s'est durcie. « Tu n'as pas accès aux documents financiers de l'entreprise pour une raison. Toi, tu gères l'opérationnel. Le reste, c'est pas tes affaires. Je suis associé, Édouard. Associé minoritaire, avec des fonctions bien définies. Et si je découvre que tu essaies de créer des problèmes là où il n'y en a pas, je vais revoir cette association. Je suis clair ?» Elle a fermé le livre.
parfaitement claire. Édouard est resté à la regarder pendant quelques secondes, comme s'il essayait de lire ce qu'elle pensait. Puis il est allé dans la chambre. René est resté immobile sur le canapé jusqu'à entendre le bruit de la douche. Là, elle a pris son téléphone et a commencé à chercher des noms d'avocates spécialisées en droit des sociétés. Mais même pas une heure plus tard, avec 3 noms à l'écran, le doute l'a frappée d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Et si elle exagérait? Le contrat qu'elle avait photographié pouvait avoir une explication. C'était peut-être une entreprise partenaire qu'elle ne connaissait tout simplement pas. Peut-être qu'Édouard avait séparé ce numéro Sirette pour une raison fiscale qu'elle ne comprenait pas. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être qu'elle mélangeait les problèmes de couple avec le travail, exactement comme Fabien l'avait dit. La voix de sa mère est venue de quelque part dans sa mémoire. Sa mère était restée 22 ans dans une relation où quelqu'un lui répétait sans cesse qu'elle exagérait, qu'elle inventait, que sa perception n'était pas fiable, et elle l'avait cru trop longtemps. « Fais confiance à ce que tu as vu, René. » C'est ce que sa mère disait aujourd'hui, les yeux pleins de regret. « Fie-toi à tes yeux, pas à ce qu'on veut que tu vois. » Ah, René a regardé l'écran de son téléphone. Elle a choisi un nom sur la liste et a tapé le premier message. « Maître Adrienne, je m'appelle René, je crois que j'ai besoin d'aide. » La réunion avec les investisseurs a été fixée pour un mardi matin. Édouard avait envoyé l'invitation à tout le monde la veille avec un ordre du jour vague, disant seulement qu'il s'agirait d'une mise à jour stratégique importante sur la direction de l'entreprise. René a reçu le même email que les autres, sans aucune conversation préalable, sans aucun avertissement de ce qui allait arriver. Elle est arrivée tôt. Elle a organisé ses documents sur la chaise près de la fenêtre, là où elle s'asseyait toujours. Elle a posé le dossier sur la table. Les investisseurs sont arrivés petit à petit. Salutations rapides, café, cette conversation de couloir qui a lieu avant chaque grande réunion. Édouard est entré le dernier, comme il le faisait toujours quand il voulait que tout le monde soit déjà assis à son arrivée. Veste sombre, posture de celui qui possède les lieux. Il a regardé René une fois, rapidement, et n'a rien dit. Il a commencé la réunion en parlant de chiffres, croissance du dernier trimestre, projection pour le semestre suivant, nouveau contrat signé. Sa voix était assurée, enthousiaste, le genre de présentation qu'il faisait bien. Et puis, sans aucune transition, il a affiché une diapositive avec l'organigramme de l'entreprise. Le nom de René était là. Mais le poste à côté de son nom était « Support opérationnel ». Elle a cligné des yeux. Support opérationnel. Pas associée, pas directrice des opérations, comme c'était son titre depuis 6 ans. Support opérationnel, le genre de poste qu'on donne à un stagiaire. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Édouard parlait déjà. René s'occupe de la partie administrative au quotidien, René. L'agenda, les fournisseurs, ce genre de choses. 2 investisseurs ont noté quelque chose sur leur bloc. Elle a senti la chaleur monter à son visage. Édouard, mon poste est directrice des opérations. Ça a toujours été. Il a souri, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Bien sûr, une question de nomenclature interne. Et il s'est tourné vers les investisseurs comme si elle n'avait rien dit. Comme je le disais, les décisions stratégiques de l'entreprise passent par moi et par les associés principaux. Elle est restée à regarder la diapositive pendant environ 3 secondes. Personne dans la salle n'a rien dit. Un des investisseurs, M. Barrault, qu'elle connaissait depuis 4 ans, a détourné le regard quand elle a essayé de faire contact visuel avec lui. La réunion a continué. Dans les 30 minutes qui ont suivi, Édouard a construit une narration, soigneuse, calculée comme il savait le faire. Il a raconté l'histoire de l'entreprise comme si elle avait commencé et grandi par la seule force de sa volonté. Il a mentionné chaque décision importante en utilisant « j'ai décidé »,« j'ai signé »,« j'ai vu cette opportunité ». René n'apparaissait dans aucune de ces phrases. Quand il a terminé sa présentation, il a ouvert la parole aux questions. Maître Henry, l'investisseur le plus récent, a levé la main. « Édouard, je veux mieux comprendre la structure de gestion. Qui sont les décideurs réels au quotidien ?»
Édouard n'a pas hésité. Moi, Fabien et Rodolphe, on forme le noyau exécutif. Fabien était assis 2 places à droite de René. Il ne l'a pas regardé. Rodolphe, de l'autre côté de la table, non plus. René a posé ses 2 mains sur le dossier et a respiré lentement par le nez. C'est là qu'Édouard a regardé vers elle, comme s'il s'était rappelé qu'elle était dans la salle, et a dit avec ce ton de quelqu'un qui rend service « René nous soutient très bien sur la partie opérationnelle. On ne serait pas arrivé là sans son soutien. » Soutien, 11 ans, des nuits blanches, les premiers clients, des contrats rédigés sur la table de la cuisine, des comptes tenus le mois où il était tombé malade. Soutien. Maître Henri a noté quelque chose et a hoché la tête, satisfait de la réponse. Personne n'a rien contesté. René s'est levé. J'ai besoin de faire une rectification. Quelques têtes se sont tournées. Édouard a froncé les sourcils, mais n'a encore rien dit. Je ne suis pas du support opérationnel. Je suis associé de cette entreprise depuis le premier jour. C'est moi qui ai signé les 3 plus gros contrats qu'on a actuellement dans notre portefeuille. C'est moi qui ai restructuré le processus logistique en 2019, ce qui a réduit nos coûts opérationnels de près de 30%. Ces résultats que vous avez vus dans cette présentation, mon nom est dessus, même s'il ne l'a pas mentionné. Silence. Pendant environ 5 secondes, la salle est restée complètement silencieuse. Monsieur Barrault a légèrement haussé un sourcil. Maître Henri a arrêté d'écrire. On aurait dit que quelqu'un allait parler. On aurait dit que quelqu'un allait poser une question, allait demander des explications, allait lui laisser la parole pour continuer. Édouard s'est levé lentement. Et il a ri. Ce n'était pas un rire fort, c'était pire que ça. C'était ce rire bas, presque intérieur, de quelqu'un qui trouve la situation trop comique pour être prise au sérieux. Les gens, excusez-moi. Il a regardé les investisseurs avec un air de patience. René traverse une période personnelle difficile. On règle quelques trucs à la maison et parfois ça déborde sur l'environnement de travail. Un des assistants au fond a souri discrètement. Fabien a posé la main sur son front. Édouard, c'est pas une question personnelle. René. Sa voix a changé, plus grave, plus ferme. Du genre qu'il utilisait quand il voulait clore un sujet. Tu n'as pas signé ces contrats. Tu as fait la partie opérationnelle. Il y a une différence. Signer un contrat, c'est de la négociation, du relationnel, de la vision d'affaires. Toi, tu as exécuté ce qui a été décidé. C'est pas grave, chacun a son rôle. L'assistant, au fond, n'a plus caché son sourire. Rodolphe a regardé par la fenêtre. Monsieur Barrault a ouvert son téléphone. René a senti ses jambes devenir légèrement lourdes, mais elle est restée debout. J'ai des emails, Édouard, j'ai des traces de chaque négociation. T'es rien sans moi. La phrase est venue lentement, claire, assez forte pour que tout le monde l'entende, et la salle a laissé faire. Personne n'a protesté, personne n'a regardé René avec solidarité. Maître Henri s'est remis à écrire sur son bloc. Monsieur Barrault était toujours sur son téléphone. Fabien regardait la table. Édouard a continué, comme s'il venait de dire quelque chose de parfaitement raisonnable. T'es entré ici avec 0. T'as grandi parce que je l'ai permis. Et maintenant que ça roule, tu veux réécrire l'histoire. Ça n'arrivera pas. René a regardé chaque visage dans la salle. Un par un. Aucun n'a regardé en retour. Elle a pris le dossier, l'a mis sous son bras, et a marché jusqu'à la porte. Édouard a dit dans son dos, « La réunion n'est pas finie ». Elle a ouvert la porte. « La mienne est finie ». Et elle est sortie. Dans le couloir, elle a entendu Édouard reprendre sa présentation comme si rien ne s'était passé. Elle a entendu un petit rire venant de la salle. Elle ne savait pas de qui c'était et elle n'a pas voulu savoir. Elle a descendu les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de 23 minutes. Le parking était presque vide à cette heure-là. René est monté dans sa voiture, a jeté le dossier sur le siège passager et est resté immobile, les 2 mains sur le volant, sans démarrer. Au 12e étage, la réunion continuait.
Elle n'avait pas besoin d'être là pour savoir ce qui se passait. Édouard était en train de reprendre le contrôle de la narration, les investisseurs hochaient la tête, et son nom était en train d'être effacé d'une histoire qu'elle avait aidé à écrire ligne par ligne. Elle est restée à regarder le tableau de bord. L'affichage indiquait 9h47. Elle était partie de chez elle à 8h15, le dossier sous le bras, pensant avoir assez d'éléments pour au moins soulever un doute dans la tête de quelqu'un. Pensant que si elle parlait avec fermeté, quelqu'un écouterait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a posé son front sur le volant. Et pour la première fois depuis des semaines, la fatigue l'a vraiment frappée. Pas la fatigue de mal dormir, pas la fatigue de trop travailler. C'était cette autre fatigue plus profonde, de porter un poids que personne autour ne semble voir. Elle a pensé à appeler sa mère, elle est même allée jusqu'à déverrouiller son téléphone et ouvrir le contact. Mais elle s'est arrêtée. Si elle appelait maintenant, elle allait pleurer. Et si elle pleurait, elle allait entendre la voix de sa mère s'inquiéter, et ensuite elle devrait tout expliquer. Et au milieu de tout ça, quelqu'un là-haut allait prendre une décision qui serait difficile à inverser après. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer maintenant. Elle a verrouillé son téléphone et a incliné légèrement son siège en arrière. C'est là que son coude a heurté quelque chose sur la banquette arrière. Elle s'est retournée. C'était un dossier différent de celui qu'elle avait apporté. Plus mince, sans étiquette, avec un élastique bleu maintenant les feuilles. Elle ne l'a pas reconnu tout de suite. Elle a pris le dossier, a enlevé l'élastique et l'a ouvert. La première feuille était une impression d'email. Sans expéditeur identifié, seulement le corps du message. C'était 3 courts paragraphes, avec des chiffres, des dates et un nom d'entreprise qu'elle avait déjà vu avant. L'entreprise fantôme. Mais maintenant, il y avait quelque chose en plus. Il y avait des montants, des dates précises de virement, et au bas d'une des pages, il y avait une annotation manuscrite, petite, presque discrète, à recouper avec relevé de mars et avril, 2 ans de suite. Elle a tourné à la feuille suivante. C'était une deuxième impression, cette fois avec un extrait de contrat, le même numéro SIRET. Sauf que maintenant, il y avait le nom complet de l'associé de l'entreprise fantôme, l'adresse, et une clause de distribution de bénéfices qui venait directement d'un compte lié à l'entreprise d'Édouard. Renée est restée à regarder ses feuilles pendant un temps qu'elle n'a pas su mesurer. Quelqu'un avait mis ce dossier sur la banquette arrière de sa voiture. Quelqu'un qui avait accès au parking de l'immeuble, quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas se montrer, mais qui en savait assez pour monter ça. Gilles. Ça ne pouvait être que Gilles. Ce regard détourné au café, la nervosité, la façon dont il s'était levé trop vite. Il n'était pas parti parce qu'il ne voulait pas aider. Il était parti parce qu'il avait peur et qu'il avait besoin d'un moyen d'aider sans se montrer. Renée a respiré profondément. Elle a passé ses doigts sur les feuilles de nouveau lentement, en comptant combien il y en avait. 11 pages. 11 pages qui, entre les bonnes mains, pouvaient tout changer. Elle a pris son téléphone, a ouvert les conversations et est allée jusqu'au nom de Maître Adrienne. Elle a tapé rapidement, sans relire. « Adrienne, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. J'ai ce que tu as dit qu'il fallait. Tout. » La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Je suis libre à partir de 14h. Tu peux venir au cabinet. Renée a mis le téléphone sur le support du tableau de bord, a glissé le nouveau dossier à l'intérieur de l'ancien et a démarré. L'affichage indiquait maintenant 10h03. Elle avait le temps. Elle est sortie du parking lentement, a tourné à droite à la sortie et pour la première fois de cette matinée, ses épaules se sont abaissées. Pas de défaite. De quelqu'un qui vient de décider que c'est la dernière fois qu'elle sort d'une salle avant d'avoir fini ce qui doit être fini. Le cabinet de Maître Adrienne se trouvait dans une maison de maître à Neuilly-sur-Seine, de celles qui paraissent petites de l'extérieur, mais qui sont plus grandes qu'on ne l'imagine à l'intérieur. Renée a monté les 3 marches de l'entrée, a sonné et a attendu. La porte s'est ouverte en moins de 10 secondes. Adrienne avait 52 ans, les cheveux gris coupés droit à hauteur de la mâchoire, et une façon de vous regarder qui vous faisait sentir qu'elle avait déjà vu pire que votre problème et qu'elle avait tout réglé avant le petit déjeuner.
C'était le genre de personne qui ne fait pas la bise tout de suite, mais quand elle le fait, on se sent en sécurité. Elle a regardé le dossier sous le bras de René. Entre. Elles se sont assises à la table de la salle de réunion. Adrienne n'a pas demandé de café, n'a pas fait de conversation de couloir. Elle a ouvert son bloc-notes et a regardé René. « Montre-moi. » René a posé le dossier sur la table et l'a ouvert. Adrienne a pris la première feuille, a lu lentement, est passée à la seconde, est revenue à la première, a comparé les deux. Elle n'a rien dit pendant environ 4 minutes. Quand elle a levé les yeux, son expression avait changé. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. J'ai déjà vu une structure similaire à celle-ci avant. Une société écran utilisée pour détourner les bénéfices avant la distribution entre associés. Toi, en tant qu'associé minoritaire, tu reçois moins parce que le gâteau est déjà plus petit quand il arrive jusqu'à toi. Celui qui a créé le numéro SIRET apparaît comme bénéficiaire direct des bénéfices qui auraient dû passer par l'entreprise principale. René a hoché lentement la tête. « Depuis combien de temps tu penses que ça dure ? » « Au moins 2 ans, peut-être plus. » Adrienne a tapoté la table 2 fois avec son doigt. « Tu as une idée de qui t'a laissé ça dans la voiture ? » Je pense que c'est le comptable. Gilles. Il était bizarre avec moi depuis des semaines. J'ai besoin de lui parler. Tu peux le joindre ? J'ai son portable personnel. Alors appelle-le maintenant, ici, devant moi. René a pris son téléphone. Ses mains étaient fermes cette fois. Gilles a répondu à la 3e sonnerie. Il est resté silencieux quand elle a prononcé le nom d'Adrienne. Un long silence, du genre qui en dit long sans rien dire. « J'aurais besoin que vous veniez à moi, » a dit René. « Pas aujourd'hui, demain matin, avec tout ce que vous avez. » Encore du silence. Gilles. « D'accord, » a-t-il dit, d'une voix basse. « Mais j'ai besoin d'une garantie que mon nom n'apparaîtra pas avant l'heure. » Adrienne a fait oui de la tête quand René l'a regardé. « Vous avez cette garantie, » a dit René. La communication a pris fin. Adrienne a fermé son bloc-notes et a dit « Maintenant, on travaille. » Gilles est arrivé le lendemain à 8 heures du matin avec un sac à dos noir et un air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il s'est assis sur la même chaise que René la veille et a posé une clé USB sur la table. Tout est là-dedans. 2 ans et 3 mois de relevés, de virements et de rapports parallèles qu'Édouard me demandait de préparer en dehors du système officiel. J'ai tout gardé dans un dossier crypté. Je ne savais pas si je l'utiliserais un jour, mais je n'arrivais pas à l'effacer. Adrienne a branché la clé USB sur son ordinateur. L'écran s'est rempli de fichiers. Gilles s'est passé la main sur le visage et a regardé René. « Je sais que j'aurais dû parler avant. Mais tu n'as pas idée de ce dont il est capable quand il se sent acculé. J'ai une famille. »« Je sais, » a dit René. Et elle n'a rien ajouté, parce qu'elle savait que faire des reproches à quelqu'un qui avait peur n'avancerait à rien à ce moment-là. Adrienne a ouvert le premier fichier. C'était un tableur avec des colonnes de date, de montant et un code d'identification qu'elle a mis quelques secondes à déchiffrer. Ce code ici, c'est quoi? C'est le numéro interne des virements. Chacun a un code que je créais manuellement, en dehors du système comptable officiel. Édouard me demandait les rapports dans ce format parce que ça disait que c'était plus facile à suivre. Plus facile à cacher, tu veux dire. Gilles n'a pas répondu. Adrienne a croisé 3 fichiers différents, a ouvert une calculatrice à côté sur l'écran et a commencé à additionner. Quand elle a fini, elle a tourné l'ordinateur pour que René voie le chiffre. René a regardé l'écran. Elle a fermé les yeux pendant 2 secondes. C'était près de 2 300 000 € détournés sur 27 mois, répartis en sommes qui, individuellement, semblaient petites, mais qui, additionnées, formaient un trou qu'elle n'aurait jamais découvert si elle n'avait pas ouvert ce tiroir par hasard. « C'est irréfutable », a dit Adrienne, avec les relevés bancaires croisés, les statuts de l'entreprise fantôme et Gilles comme témoin, aucune défense ne tient.
René a respiré profondément. « Quand est-ce qu'on fait ça ?» Adrienne a regardé le calendrier sur son ordinateur. Édouard a une assemblée générale prévue pour quand? Il l'a avancée. C'est après-demain. Alors ce sera après-demain. René a regardé Gilles. Il avait les coudes sur la table et les yeux fixés sur la clé USB, toujours branchée à l'ordinateur d'Adrienne. « Tu seras là ?» a demandé René. Il est resté silencieux pendant environ 8 secondes. « Je serai là. » Adrienne a travaillé toute la journée à monter le dossier. Quand René est sorti du cabinet à 7 heures du soir, elle avait entre les mains un document de 24 pages avec tout organisé par ordre chronologique, avec renvoi croisé entre chaque virement et le relevé bancaire correspondant. C'était le genre de matériau qui ne laissait aucune faille. Le lendemain matin, René s'est réveillé avec un message d'Édouard sur son téléphone. L'assemblée a été avancée à demain à 9 heures. Confirmé avec tous les associés. Elle est restée à regarder le message. Demain à 9 heures, c'était l'horaire original qu'Adrienne connaissait déjà. Rien n'avait changé. Mais ensuite est venu le deuxième message, envoyé 2 minutes après le premier. « Je vais demander officiellement ta sortie de la société pendant l'assemblée. J'ai déjà parlé avec les autres associés. Je te recommande d'accepter les termes que je vais présenter sans transformer ça en un problème plus gros que ce qu'il doit être. » René a relu le deuxième message 3 fois. Elle a appelé Adrienne. « Il va demander ma sortie demain devant tout le monde. »« Encore mieux, » a dit Adrienne sans aucune hésitation. « Plus il entrera dans cette salle avec confiance, plus la chute sera haute. »« Adrienne, il a dit qu'il a déjà parlé à tous les associés, et s'il vote, avant que je puisse présenter quoi que ce soit. C'est pour ça que tu vas arriver avant tout le monde. » Et quand il ouvrira la bouche pour demander ta sortie, tu le laisseras faire, tu le laisseras finir sa phrase. Ensuite, tu demandes la parole. Renée est restée silencieuse. « Fais-moi confiance, » a dit Adrienne. « Tu as passé 2 ans à être ignorée dans cette entreprise. Demain, tout le monde entendra chaque mot que tu diras. Je te le garantis. » La communication a pris fin. René a posé son téléphone sur la table et a regardé le dossier avec le rapport de l'autre côté de la chambre. C'était maintenant ou jamais. Cette nuit-là, l'appartement de René s'est transformé en bureau improvisé. La table du salon était couverte de feuilles imprimées, de post-it jaunes, de stylos de couleur et de 2 ordinateurs portables ouverts en même temps. Adrienne était arrivée à 8 heures du soir avec un café à la main et une expression de quelqu'un prête pour une guerre. Elles ont divisé le travail sans avoir besoin de beaucoup se concerter. Adrienne était responsable de l'ordre de présentation des preuves, construisant une séquence qui montait le dossier couche par couche sans laisser d'espace pour la contestation. René était responsable de la relecture de chaque chiffre, chaque date, chaque nom, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune erreur qu'Édouard pourrait utiliser pour discréditer le matériel. Gilles a participé par appel en haut-parleur au centre de la table, répondant aux questions pendant qu'Adrienne montait la chronologie des virements. « Celui-ci de mars 2022, » a dit Adrienne, pointant une ligne du tableur. « Tu peux confirmer que la somme est sortie avant la clôture du bilan trimestriel ?»« Oui, elle est sortie 3 jours avant. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans le bilan présenté aux associés. Et tu as l'enregistrement interne qui prouve la date. C'est sur la clé USB. Dossier 3, fichier qui s'appelle « Ajustement Mars ». Adrienne a ouvert le fichier, a vérifié et a surligné l'extrait avec un marqueur orange. Ce processus s'est répété pendant près de 2 heures. Question, confirmation, surlignage. Chaque point vulnérable qu'Édouard pourrait attaquer a été identifié et renforcé par une 2e source de preuves. Quand elles ont terminé la chronologie, il était presque 11 heures du soir. Adrienne a empilé les feuilles, a tapé sur la table pour les aligner et a dit « C'est solide. S'il essaie de contester une partie de ça, la réponse est déjà là. » René a étiré son cou sur le côté, a entendu un craquement et est allé à la cuisine chercher de l'eau. Quand elle est revenue, Adrienne avait son téléphone à la main, l'expression différente. « Quoi ?» a demandé René.
Je viens de recevoir un message de Gilles. René s'est approché. Le message disait « Adrienne, je dois être honnête. J'ai peur de me montrer demain. Édouard m'a appelé cet après-midi pour me demander si j'allais à l'Assemblée. Je ne sais pas comment il sait que je suis impliqué, mais la façon dont il a posé la question n'était pas normale. Je pense à ne pas y aller. » René et Adrienne sont restées silencieuses pendant environ 3 secondes. Sans Gilles comme témoin présent, le dossier vaut encore beaucoup, a dit Adrienne lentement. Mais Édouard dira que les documents ont été falsifiés, que c'est moi qui ai monté ça, que tu as fabriqué des preuves. Avec lui dans la salle, cette narration ne tient pas. Sans lui, je sais, a dit René. Elle a pris son téléphone et a appelé Gilles. Il a répondu à la 2e sonnerie, ce qui voulait dire qu'il attendait l'appel. « Gilles, écoute-moi. René, je ne veux pas d'ennui. J'ai une fille de 7 ans, j'ai des factures à payer. Je sais, et je ne te demande pas d'être un héros. Je te demande de dire la vérité une fois, une seule fois, devant les bonnes personnes. Après ça, tu rentres chez toi, tu fais un câlin à ta fille, et je m'occupe du reste. » Silence de l'autre côté. Il va me virer. Il t'utilise déjà, Gilles. Tu crois que quelqu'un qui demande à un employé de cacher des virements de millions va protéger cet employé quand les choses se compliquent? Tu seras le premier qu'il jettera sous le bus quand il n'aura plus d'issue. Encore du silence. Et si ça rate? Ça ne ratera pas. Mais si ça rate, Adrienne garantit que ta collaboration sera documentée comme volontaire et spontanée. Ça te protège juridiquement. Adrienne a hoché la tête, confirmant. René a attendu. 15 secondes. 20. À quelle heure ça commence? Elle a fermé les yeux une seconde avant de répondre. 9 heures. Arrive à 8h40. Tu entres avec nous. D'accord. La communication a pris fin. Adrienne rangeait déjà les documents dans le dossier quand René est revenu à la table. « Bon travail », a dit Adrienne, sans drame. Elles ont fini de tout organiser en silence. Chaque document numéroté, chaque preuve dans le bon ordre, le dossier complet séparé en 3 exemplaires, un pour Adrienne, un pour René, et un qui resterait scellé dans le sac de Gilles jusqu'au moment venu. Adrienne est partie à 11h30. René est resté seul dans le salon, la table en désordre, et le dossier final fermé sur la chaise à côté. Elle n'a pas essayé de dormir avant minuit. Elle est restée assise sur le canapé, le volume de la télévision au minimum, regardant le dossier sans vraiment le voir. À 8h20, le lendemain matin, elle a garé sa voiture, a pris le dossier, a mis l'épaule en avant et est entrée dans l'immeuble. Gilles attendait à l'entrée, comme promis. Ils sont montés ensemble sans échanger un mot. L'ascenseur a ouvert au 12e étage. La porte de la salle de réunion était fermée. René a respiré profondément, a mis la main sur la poignée et a ouvert. Édouard était debout au bout de la table quand René et Gilles sont entrés. Il les a vus en même temps. Son visage n'a pas changé immédiatement. Ça a duré une fraction de seconde, une petite hésitation, presque imperceptible. Mais René l'a vu. Il s'est repris rapidement. René. Sa voix est sortie ferme, contrôlée. Content que tu sois venu, ça va être plus facile de tout régler avec toi présente. Elle a tiré sa chaise et s'est assise. Gilles s'est assis à côté d'elle, la tête baissée. Édouard a laissé son regard s'attarder sur Gilles pendant 2 secondes, puis s'est tourné vers les associés et investisseurs déjà dans la salle. Monsieur Barrault, Maître Henri, Fabien, Rodolphe, 2 assistants et une avocate d'affaires que René n'a pas reconnue, quelqu'un qu'Édouard avait engagé pour la journée. La porte s'est ouverte une fois de plus. Adrienne est entrée, a dit bonjour d'un signe de tête et s'est assise à côté de René. Édouard l'a regardé, le menton légèrement levé. « Je n'ai pas vu votre nom sur la liste des invités. »« Je suis l'avocate de Madame René, » a dit Adrienne, ouvrant son ordinateur avec calme. « J'ai parfaitement le droit d'être ici. » L'avocate d'affaires d'Édouard a noté quelque chose. Édouard a ajusté sa veste et a commencé.
Il a parlé pendant près de 20 minutes. C'était une présentation préparée, polie, du genre qui prend des jours à monter. Il a commencé par les chiffres du dernier semestre, tous positifs, tous impressionnants. Il a parlé de la croissance de 23% du chiffre d'affaires. Il a parlé des nouveaux contrats. Il a parlé de la solidité de l'entreprise et de comment elle était prête pour un nouveau cycle. Et puis, il est arrivé à la partie qu'il avait répétée le plus soigneusement. Pour ce nouveau cycle, nous avons besoin d'une structure de gestion plus agile et plus alignée. C'est pourquoi je propose officiellement la dissolution de la participation sociétaire de René Lambert, avec indemnisation selon les termes des statuts. Il a fait une pause, l'a regardé et a dit « C'est le mieux pour l'entreprise. Et honnêtement, René, je pense que tu le sais. » Fabien a regardé la table. Monsieur Barrault a légèrement hoché la tête. Édouard s'est adossé à sa chaise, avec un air de quelqu'un qui vient de résoudre un problème ennuyeux mais nécessaire. Il a croisé les bras légèrement, a regardé les investisseurs et a dit « Une objection ?» Personne n'a rien dit. Il était au sommet. Maître de la salle, maître de la narration, maître de tout. C'est là que René a ouvert le dossier. « J'ai une objection. » La voix de René est sortie ferme, sans tremblement, sans précipitation. Édouard a tourné la tête vers elle, avec un sourire de patience forcée. « René, je demande 2 minutes, juste 2. » Adrienne était déjà debout, branchant un câble au vidéoprojecteur dans le coin de la salle. L'avocate d'affaires d'Édouard s'est remuée sur sa chaise. Il n'y avait pas de prévision de présentation supplémentaire à l'ordre du jour. « 2 minutes !» a répété René, regardant droit vers Maître Henri. Il a regardé Édouard. Édouard a légèrement froncé les sourcils, mais a fait un geste de la main comme qui dit « Laisse-la, ça va être rapide ». L'écran du vidéoprojecteur s'est allumé. La première diapositive montrait le nom de l'entreprise fantôme, le numéro SIRET, la date de création et le nom de l'associé enregistré. Silence immédiat dans la salle. « C'est une entreprise créée il y a 2 ans et 8 mois, a dit René. Le nom de l'associé, vous allez tous le reconnaître. C'est la même personne qui apparaît comme fournisseuse régulière dans les rapports que vous recevez chaque trimestre. » Monsieur Barrault s'est légèrement penché en avant. Pendant cette période, ont été transférés de cette entreprise vers le compte personnel de l'associé enregistré en versement mensuel, un total de 2 286 000 €. Édouard a émis un petit rire sec. « C'est ridicule. Tu présentes quoi exactement? Une impression d'ordinateur que n'importe qui peut fabriquer ?» Adrienne s'est tournée vers lui avec calme. « On arrivera au relevé bancaire dans un instant, ne vous inquiétez pas. » Elle a cliqué sur la diapositive suivante. C'étaient les enregistrements internes de virements avec les codes que Gilles créait manuellement. Date, montant, code d'identification, 27 mois d'entrée. Ces enregistrements ont été conservés dans un système parallèle à la comptabilité officielle, a continué René. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans les bilans que vous recevez. C'est fabriqué. La voix d'Édouard a monté d'un ton. Quelqu'un a monté ça pour me nuire. Adrienne, vous avez conscience de ce qui peut vous arriver pour avoir présenté un faux document dans un environnement comme celui-ci? Adrienne n'a même pas cligné des yeux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. René a cliqué. C'était le relevé bancaire réel, avec les entrées correspondant à chaque code des enregistrements internes. Chaque virement concordait. Date par date. Montant par montant. Maître Henri a arrêté d'écrire. « Je veux confirmer quelque chose », a-t-il dit, la voix différente, plus lente, plus sérieuse. « Ce relevé est vérifiable ?»« Il est original », a dit Adrienne. « Nous avons une copie certifiée par huissier ici dans le dossier. » C'est là que Gilles s'est levé. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers lui. Édouard est resté complètement immobile. « Je suis le comptable de cette entreprise depuis 7 ans. » a dit Gilles, la voix un peu tremblante mais audible.
Ces enregistrements internes ont été créés par moi à la demande d'Édouard, en dehors du système officiel. J'ai l'historique complet de chaque demande. Monsieur Barrault a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. Fabien a ouvert la bouche et ne l'a pas refermée pendant une dizaine de secondes. Édouard a regardé Gilles avec une expression que René ne lui avait jamais vue avant. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. Le silence qui a envahi la salle était différent du silence d'avant. Avant, c'était le silence de quelqu'un qui s'ennuie, de quelqu'un qui attend qu'une réunion se termine pour retourner à ses emails. Celui-ci était d'un autre genre. C'était le silence de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il était au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Maître Henri a été le premier à bouger. Il a pris ses lunettes, les a mises sur son nez et s'est penché en avant, regardant l'écran du vidéoprojecteur avec une attention qu'il n'avait accordée à rien pendant toute la réunion. « Je peux voir le relevé de près ?» Adrienne en a imprimé une copie et l'a fait glisser sur la table jusqu'à lui. Il est resté à lire pendant presque une minute entière, passant son doigt ligne par ligne. À côté de lui, Monsieur Barrault avait les coudes sur la table et les mains entrelacées devant son visage, regardant Édouard avec une expression qui n'était pas encore de la colère. C'était quelqu'un qui faisait des calculs dans sa tête et à qui le résultat ne plaisait pas. Édouard. La voix de Monsieur Barrault est sortie basse, presque intime. « Tu veux expliquer ce que c'est que ça ?» Édouard a ouvert les bras. « Barrault, tu crois ça ? Ce matériel a été monté par une femme qui essaie de me détruire parce que son mariage a coulé. C'est personnel, ce n'est pas... » Édouard. Monsieur Barrault n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Je te pose une question sur les relevés, pas sur le mariage. » Fabien a poussé légèrement sa chaise en arrière, comme s'il voulait créer une distance physique avec la situation. Rodolphe a regardé l'avocate d'affaires à côté d'Édouard avec une expression de quelqu'un qui demandait silencieusement quoi faire. Elle avait les yeux sur l'écran de son ordinateur, tapant quelque chose rapidement, sans répondre. Un des assistants au fond s'est levé discrètement et est sorti par la porte sans rien dire. Édouard a vu. « Assieds-toi » a-t-il dit, sans regarder l'assistant. Mais l'assistant était déjà parti. Maître Henri a reposé le relevé sur la table et a regardé Édouard avec une objectivité presque chirurgicale. « Si cela est vérifié comme authentique, Édouard, nous avons un sérieux problème de gouvernance. Et j'ai besoin de savoir maintenant s'il existe une explication légitime à ces mouvements avant de prendre une quelconque décision. » Édouard a ouvert la bouche. Il l'a fermée. Il l'a rouverte. Ça va être expliqué dans le bon contexte, avec les bons documents, avec un comptable de confiance qui analysera. « Le comptable de confiance vient de parler », a dit René. Elle a dit cela sans ironie, sans ton de victoire, simplement comme un fait. Fabien s'est levé. « J'ai besoin d'une minute dehors. » Rodolphe s'est levé en même temps, sans rien dire. Ils sont sortis tous les deux. Édouard est resté debout, à la même place où il était 20 minutes plus tôt, quand il était maître de la salle. Mais la salle n'était plus à lui. Tout le monde était encore assis, mais personne n'était plus de son côté. C'était visible. C'était le genre de choses qu'on ressent avant de pouvoir la nommer. Il a regardé René. Elle a regardé en retour, et n'a rien dit. Édouard a fait ce que les gens habitués à tout contrôler font quand ils perdent le contrôle. Il a essayé de partir. Il a pris sa veste accrochée à sa chaise, a mis son téléphone dans sa poche et a marché vers la porte avec une posture qui essayait de dire qu'il mettait fin à la réunion de son propre gré. La porte s'est ouverte avant qu'il n'arrive. 2 hommes sont entrés. Costume, posture, l'un d'eux avec une chemise fine sous le bras. Maître Henri les a reconnus avant Édouard. « Vous avez appelé l'AMF » a demandé Édouard, en se tournant vers Adrienne d'une voix cinglante. « Protocole standard dans les cas de détournement sociétaire de cette ampleur », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son ordinateur. « Nous avons fait la notification hier après-midi. »
Édouard est resté immobile à mi-chemin entre sa chaise et la porte. Un des hommes s'est approché, a décliné son titre et a demandé qu'Édouard reste dans la salle pour fournir des éclaircissements. C'est un scandale. La voix d'Édouard est sortie forte cette fois. J'ai construit cette entreprise de zéro. J'ai mis de l'argent, j'ai mis du temps, j'ai mis ma vie entière là-dedans. Et vous croyez une femme qui n'a pas supporté son mariage et qui est venue inventer une histoire? Édouard. Monsieur Barrault a frappé la paume de sa main sur la table, une fois sec. Tout le monde s'est arrêté. Ça suffit. Un mot. Mais venant de Monsieur Barrault, qui avait investi dans l'entreprise depuis la 2e année, qui avait assisté à chaque réunion importante, qui n'avait jamais élevé la voix avant, un mot suffisait. Édouard l'a regardé. Monsieur Barrault a pointé la chaise. Édouard s'est assis. Ce qui a suivi a duré près de 40 minutes. Des questions directes, des réponses qu'Édouard essayait de déguiser avec des termes techniques et des changements de sujet. À chaque réponse évasive, Maître Henri recoupait avec le relevé. À chaque déni d'Édouard, Gilles confirmait avec une date et un code de virement. À un moment donné, Édouard a cessé de nier. Il est resté à regarder la table, puis il a dit d'une voix que René a presque méconnue, parce qu'elle était trop petite pour lui. J'avais besoin d'une sortie financière qui ne soit pas visible avant une décision majeure sur l'entreprise. Ça ne devait pas durer si longtemps. Maître Henri a noté. Un des hommes en costume a noté aussi. L'avocate d'affaires d'Édouard a fermé son ordinateur, l'a mis dans son sac et a dit à voix basse qu'à partir de ce moment, il aurait besoin d'une représentation individuelle. Et elle est partie. Les associés restés dans la salle ont demandé une assemblée d'urgence pour la semaine suivante, afin de voter l'éviction d'Édouard de la direction pendant que l'enquête suivait son cours. Approuvé à l'unanimité. Édouard est sorti de la salle escorté, sans veste, le téléphone à la main, regardant le sol. Le même couloir où 2 jours plus tôt, il avait marché comme le maître de tout. Renée est restée assise jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Adrienne a fermé son ordinateur, a rangé les documents dans le dossier et a posé la main sur l'épaule de René pendant une seconde. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Gilles est passé à la porte, s'est arrêté et a dit « Pardonne-moi d'avoir attendu si longtemps ». Renée a hoché lentement la tête. Quand elle s'est retrouvée seule, elle a regardé par la fenêtre. Paris là-bas, indifférent, énorme, continuant comme toujours. Elle a respiré profondément par le nez, a expiré lentement par la bouche, et elle est partie. Le couloir du 12e étage était vide quand René est sorti de la salle de réunion. Les lumières du plafond bourdonnaient doucement. Le même bourdonnement de toujours, auquel elle n'avait jamais fait attention avant, parce qu'il y avait toujours du bruit de gens, de téléphones, d'imprimantes. Maintenant, il n'y avait que ce bourdonnement. Elle a marché lentement jusqu'à l'ascenseur, a appuyé sur le bouton et a attendu. Adrienne est apparue à côté d'elle avant que les portes ne s'ouvrent. « Ça va ?» Renée a réfléchi à la réponse pendant une seconde. « Je suis en un seul morceau », a-t-elle dit. « C'est différent de « ça va », mais pour l'instant ça me va parfaitement. » Adrienne a souri un petit sourire droit à sa façon. Les portes se sont ouvertes. Elles sont descendues ensemble en silence. Au rez-de-chaussée, Adrienne a serré René dans ses bras d'une manière ferme, sans exagération. Le genre de câlin qui dit « Tu as fait ce que tu devais faire », sans avoir besoin de le dire à voix haute. À partir de maintenant, la procédure suit son cours. Tu vas devoir signer quelques trucs cette semaine, mais le plus lourd est fini. Je sais. Appelle si tu as besoin. Adrienne a pris le taxi qui attendait à la sortie. René est resté sur le trottoir quelques minutes. Le soleil tapait fort pour changer à Paris, de cette façon que la ville a d'ignorer complètement ce qui arrive aux gens à l'intérieur. Elle a enlevé sa veste, l'a mise sur son bras et a commencé à marcher vers sa voiture. Elle n'a pas couru, n'a pas vérifié son téléphone, n'a appelé personne. Elle a marché. Et pour la première fois depuis très longtemps, chaque pas lui semblait lui appartenir. 3 semaines plus tard, l'ambiance au bureau avait changé. Édouard était officiellement écarté. L'enquête suivait son cours. Son nom était apparu dans 2 portails économiques, avec de brèves notes sèches sur la procédure. René n'a pas lu les articles en entier.
Elle en a lu assez pour savoir que le monde avait enregistré ce qui s'était passé, et c'était tout. Elle n'a ressenti aucun plaisir, aucune pitié. Elle a senti qu'elle était prête à tourner la page. Cet après-midi-là, un mardi, Maître Henri a demandé une réunion avec elle. Il est arrivé à l'heure, un café à la main et un nouveau carnet, et il est allé droit au but. « René, le conseil a discuté et nous voulons vous offrir la direction exécutive de l'entreprise pendant que la réorganisation sociétaire est en cours. Vous connaissez chaque partie de cette opération mieux que n'importe quel autre nom que nous pourrions amener maintenant. » Elle est restée à le regarder. 2 ans plus tôt, si quelqu'un avait fait cette proposition, elle aurait demandé du temps pour réfléchir, aurait vérifié avec Édouard que tout allait bien, aurait minimisé son propre rôle dans la réponse d'une certaine manière. Elle a croisé les mains sur la table. « J'accepte, avec 3 conditions. » Maître Henri a ouvert son carnet. « Dites-moi. » Elle les a dites, une par une, sans s'excuser pour aucune d'elles. Il a tout noté et a dit « juste » après chaque point. Quand elle est sortie de la réunion, Gilles était dans le couloir avec une pile de dossiers sous le bras. Il l'a vue et a ralenti le pas. « J'ai su que tu allais prendre la direction. Tu as bien su. » Il a hoché lentement la tête. « Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. »« Je sais, » a-t-elle dit, et elle a continué à marcher. C'est un vendredi, environ 2 semaines plus tard, qu'a eu lieu le moment que René n'a plus oublié. Elle sortait d'une réunion avec des fournisseurs quand la nouvelle assistante, une fille d'environ 23 ans, prénommée Claire, est venue vers elle, visiblement nerveuse, une tablette à la main. « René, j'ai envoyé le rapport de coût aux mauvais clients, à leurs concurrents. Je ne sais pas comment j'ai fait l'erreur, j'avais 2 onglets ouverts et... » Sa voix se brisait. René a regardé la tablette, a vu l'email, a évalué les dégâts en 2 secondes. C'était récupérable. Elle aurait pu appeler Claire devant tout le monde dans le couloir et faire exactement ce qu'on avait toujours fait à elle. Elle aurait pu la rabaisser. Elle aurait pu utiliser ça comme exemple. Elle ne l'a pas fait. « Claire, viens avec moi. » Elle a emmené la jeune fille dans la petite salle, a fermé la porte et a passé les 20 minutes suivantes à lui montrer comment réparer, étape par étape. Email de rétractation aux bons clients, appel aux mauvais clients pour demander de ne pas tenir compte, enregistrement interne de l'incident. Quand elle a fini, Claire avait les yeux rouges, mais la situation était réglée. « Tu referas une erreur un jour », a dit René sans drame. « Tout le monde fait des erreurs. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais dans la seconde qui suit. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire dans la seconde qui suit. » Claire a hoché la tête, a remercié et est sortie. René est restée seule dans la salle un instant, regardant la porte fermée. Elle aurait pu devenir une autre Édouard. C'était facile, le pouvoir fait ça à beaucoup de gens, mais ce n'était pas ça qu'elle voulait être. Ça ne l'a jamais été. Cette histoire m'a touché d'une manière que je suis encore en train de digérer. Parce que Renée n'a pas gagné parce qu'elle était la plus forte. Elle a gagné parce qu'elle a été la seule à ne pas abandonner elle-même, même quand tout le monde autour disait, dans les mots et dans les silences, qu'elle ne méritait pas la place qu'elle occupait. J'ai vu dans cette histoire quelque chose dont on parle rarement. À quel point il est difficile d'avoir confiance en soi quand quelqu'un qu'on a aimé a passé des années à vous convaincre du contraire. Sa douleur était réelle, sa peur était réelle, son doute était réel, et pourtant elle a ouvert ce dossier. Ça me donne la chair de poule. Parce qu'au fond, on sait que le plus grand acte de courage n'est pas d'affronter l'autre. C'est de ne pas laisser l'autre vous convaincre que vous n'êtes pas suffisant. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti une boule dans la poitrine à un moment de ce parcours de Renée, laissez un like maintenant.
C'est la façon la plus simple de me dire que ce genre d'histoire mérite d'être continué à être raconté. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je prends le temps de répondre avec attention à ceux qui prennent un moment pour commenter. J'adore savoir d'où vous venez. Et si vous croyez au pouvoir des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la certitude que ça vaut la peine de continuer. Je compte beaucoup sur votre aide dans ce voyage. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour vous à regarder maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.